pouvoir la commenter. On va faire une parenthèse dans notre actualité ce matin. La Cour d'appel de Versailles a ordonné jeudi que le policier ayant tué Nahel Merzouk, 17 ans, le 27 juin 2023 à Nanterre, soit jugé devant la cour criminelle pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre. Et c'est vrai que la première qualification nous avait choqués parce qu'on connaissait effectivement le déroulement des opérations, on connaissait la course-poursuite de Florian M, on connaissait le refus d'obtempérer de Nahel Merzouk, et on n'imagine pas qu'un policier veuille tuer volontairement, et il était passible de la cour d'assises pour meurtre. La cour d'appel n'a pas suivi les juges d'instruction quant à l'intention d'homicide, estimant qu'il n'était pas établi que Florian M était animé au moment du tir de la volonté d'ôter la vie au conducteur. A-t-elle détaillé, le fonctionnaire avait été initialement renvoyé devant les assises pour meurtre, mais avait fait appel de cette décision. Pascal-Pierre Garbarini, évidemment c'est toujours délicat pour un avocat de commenter une affaire dont il ne connaît pas tous les éléments, bien sûr. Monsieur Florian M est d'ailleurs défendu par Monsieur Liénard. Absolument, oui. Bon. Mais je voulais votre commentaire. Le commentaire, il est simple, c'est que donc, à la suite de l'ordonnance de mise en accusation qui avait été rendue par les juges d'instruction pour donc meurtre, c'est-à-dire volonté de tuer, d'accord, c'est 30 ans. Okay, avec la différence de l'assassinat, c'est la réclusion criminelle à perpétuité, mais ça veut dire qu'il y a eu un guet-apens ou une préméditation, donc la volonté de tuer. Tout le monde s'était offensé, à juste titre, puisqu'on disait, mais comment un policier peut avoir eu la volonté de tuer quelqu'un? Donc, appel avait été relevé. Donc, la Cour d'appel de Versailles, plus exactement, c'est la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles, qui est la juridiction qui contrôle et qui censure, justement, le travail des juges d'instruction. Et là, elle doit apprécier souverainement quel est le travail des juges d'instruction et si justement les qualifications qui ont été données pour le renvoi aux assises du policier étaient conformes. Là, manifestement, le travail qui a été fait par la défense du policier a été couronné de succès, c'est-à-dire que la chambre de l'instruction a vérifié le dossier, c'est-à-dire qu'elle reprend tout ce qu'ont fait les juges d'instruction, et bien évidemment les enquêteurs, et elle a vérifié en disant il n'y a pas d'intention homicide. Donc comme il n'y a pas d'intention homicide, l'infraction en deçà, c'est coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est-à-dire que la qualification de volonté de tuer n'existe pas. Et ça change beaucoup de choses. Ça change tout, parce que déjà en tant que policier, vous vous rendez compte ce que c'était pour lui psychologiquement et pour ses collègues de dire, déjà en tant qu'homme, de dire j'ai voulu tuer cet enfant ou ce jeune. C'était déjà Quelle peine il encourt? Alors je crois c'est 20 ans. 15 ans. 15 ans. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Hein. Ah bon? On dit c'est vrai, c'est plus proche de la réalité, mais je rappelle qu'une cour criminelle, c'est composé uniquement de magistrats professionnels. 5 magistrats professionnels. Moi, je suis convaincu que devant un jury, il aurait été acquitté. Là, on est devant des magistrats professionnels qui peut-être... Il ne peut pas être acquitté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on l'a peut-être... mais ça, c'est la stratégie. Le jury populaire. Mais il ne peut pas être acquitté. Vous n'en savez rien. Non, il ne peut pas être acquitté. Il ne peut pas être acquitté. Il y a quelqu'un qui a été tué. S'il était en état de légitime défense de lui-même ou d'autrui, il peut être acquitté. Légitime défense. Oui. Légitime défense. La légitime défense, il faut qu'elle soit immédiate, elle soit proportionnée. Oui, mais il n'a pas d'arme. C'est le débat. La voiture qui écoutez, repart. Moi, je suis pas il vaut sûr mieux que il faut mieux un tien que 2 tu l'auras. Moi, je serais en défense. Je serais très content de la décision qui serait rendue, hein, parce que déjà, encore une fois, comparaître pour meurtre. Où tu risques 30 ans. Moi, je préfère comparaître avec un accusé, un client, où déjà la chambre de l'instruction, elle m'a donné raison. On ne connaît pas les motifs, mais tu t'appuies sur les motifs. Et les magistrats professionnels, attention, parce que vous partez du sentiment que les jurés qui vont être tirés au sort ont forcément une idée, on va dire, républicaine de ce qu'est la police. Vous n'en savez rien sur le tirage au sort. Vous pouvez avoir des jurés, des citoyens, c'est la cour d'assises des Hauts-de-Seine, qui disent on est sur les violences policières, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, au moins, avec des magistrats professionnels... Des affaires, si vous permettez, maître. Non, mais je vous permets tout. J'étais aux assises, j'ai vu des affaires où c'est
l'accusé lui-même qui fait un pourvoi et qui demande à requalifier pour aller devant un jury populaire. Il préfère aller devant un jury populaire que devant des magistrats professionnels où c'est pratiquement sûr. Je suis évidemment pas. Je vous assure. Ouais, c'est un point névralgique, mais c'est ce vrai. que vous dites est un peu pervers. Pardonnez-moi de le dire. C'est notre système. Oui, mais si moi je suis accusé, je préfère bien sûr être accusé de cette mise en accusation telle qu'elle est faite aujourd'hui, plutôt que meurtre. Oui, moi je question- préfère être acquitté au bout que de prendre 5 ans, par exemple. Oui, mais Je vous répète qu'il y a même une question d'honneur, il y a une question de morale. Ça fait la deuxième fois que j'emploie la morale. Vous m'expliquez que aujourd'hui, Je vous parle vous êtes quand même très étrange. de ma mais- petite expérience. Oui, enfin, ça Je sent sais quand ce même que la font les- magouille, votre truc. Mais non. C'est-à-dire, faut mieux ça, pour ci, pour ça. Tout ça me paraît jouer au plus fin avec la justice. Ça me paraît pas. Et puis, voilà, rien n'empêche. faut être au plus près de la vérité. Moi, j'ai plus en fait, confiance dans ce type d'affaires au jury populaire. Non mais Et voilà. Georges, quand je dis pervers, faut être au plus près de la vérité. Est-ce que cet homme a voulu tuer Naël? Oui ou non? Oui, ça a été dit non. Non. Bon, pour l'instant. Bon, Parce écoutez, que la Cour voilà. peut encore requalifier. la Et Cour. puis, Ils peuvent faire, La Cour criminelle peut dire non, non. la partie civile peut faire là- un pourvoi en cassation. oui, alors là, a priori, c'est c'est susceptible d'appel, dites-vous, mais De la pourvoi. cassation, c'est Pourvoi. le pourvoi. De pourvoi. Mais la cassation, c'est sur la forme, c'est pas sur le fond. Là, sur le c'est- fond, c'est- ce c'est- jugement oui, c'est n'est. vrai. Ouais, c'est- On dit un jugement d'ailleurs. On dit un arrêt. Un arrêt. Et puis, alors c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est que ils peuvent faire pourvoi dans le délai de 10 jours aujourd'hui. C'est-à-dire les parties civiles, ils peuvent faire un pourvoi en cassation. La cassation, elle va se réunir. En général, le délai, c'est de 9 mois. Ils peuvent vérifier, en effet, la forme juridique. Ils peuvent également vérifier si les qualifications juridiques sont les bonnes, puisqu'ils font essentiellement la forme, c'est-à-dire la procédure, mais également le droit. Mais là, on a une appréciation souveraine sur l'intention. Donc, à mon avis, ça ne vaudra pas. Pardon. Pour vraiment répondre, Oui. rien n'empêche, sur coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, également de plaider la légitime défense. Hein. Bon, Mais c'est plus facile devant un jury populaire. on parle régulièrement des sujets de justice. Et on en a parlé encore il y a 48 heures. Bon, je dis parfois, et c'est sans doute choquant d'entendre ça, c'est la loterie. Oui. Bon, je vous assure, ce sont les mêmes faits. Ce sont les mêmes faits. Et vous avez, on a parlé de Samuel Paty. exactement de Samuel Paty, où j'étais extrêmement choqué. Et j'en ai parlé. On est les seuls quasiment à en avoir parlé. Alors, je voudrais apporter un bémol, Ouais. parce que j'ai bien évidemment écouté les débats et j'ai surtout écouté la maman de Samuel Paty, Bernadette Paty. qui était effondrée. Effondré à l'antenne. Et d'RTL. je le comprends, mais je le comprends sur les peines. Parce que sur les peines, en effet, on comprend mal. Pas d'abord de 16 ans à 6 ans. Exactement. On comprend mal comment, alors qu'un, il l'amène en voiture et l'autre, il va acheter une arme. Bah oui. Ça c'est un problème. Et En on effet, dit qu'il n'était pas au courant. Il est lié aux peines. En revanche, sur Sefraoui, qui a été condamné donc à la même peine, à 15 ans. Ce qui est très intéressant, et ça peut avoir une résonance sur l'autre affaire liée au jeune Quentin, c'est que l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, elle a été très importante en matière de jurisprudence parce qu'elle a élargi le champ d'application. C'est-à-dire que l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, avant l'affaire Samuel Paty, elle ne pouvait pas permettre de condamner justement Sefraoui et le père. Aujourd'hui, grâce à cet arrêt, ça donne la possibilité de dire aux gens qui sont des prédicateurs et qui, sur les réseaux sociaux, en fait, jettent l'opprobre sur quelqu'un, en sachant très bien qu'il pourrait y avoir une répercussion. Maintenant, vous pouvez y aller. Bon, alors autre conséquence, bien sûr, et elle est politique celle-là, comment cette décision va être perçue, disons-le, auprès de la famille d'abord de Naël, et puis pourquoi pas dans les quartiers. Ah, bien Il évidemment. peut avoir des conséquences Évidemment. immédiates. On c'est est quand très même à possible. quelques jours des municipales. Vous Bien allez sûr. avoir des élus de la France Ah, Insoumise, parce qu'il exactement. faut les nommer, Bien qui sûr. vont mettre de l'huile sur le feu, qui vont Exactement. utiliser cette requalification pour évidemment Non. instrumentaliser tout ça, c'est évident.
Bon, c'était une parenthèse qui me paraissait importante à faire. C'est d'actualité et effectivement, il est important de la traiter lorsqu'elle arrive. On va être avec Thibaut Marcheteau en direct d'Israël et nous revenons effectivement à l'actualité, si j'ose dire, de la guerre. Thibaut Marcheteau, qui est à Tel Aviv peut-être, où êtes-vous Thibaut ? Et vous êtes dans un abri, manifestement, parce que j'ai entendu beaucoup de correspondants en Israël qui ont vécu une nuit particulière, avec beaucoup d'alertes cette nuit. Bonjour Thibaut. Bonjour Pascal, absolument. On est dans l'abri. L'alerte vient de se terminer. Elle a sonné il y a environ une vingtaine de minutes. Comme beaucoup de sirènes ont résonné cette nuit, une à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin. Vous imaginez donc la situation pour la population israélienne aussi. Il n'y a pas que des Israéliens ici sur le territoire. Il y a aussi des touristes, des gens qui sont venus pour visiter leur famille ou alors pour faire, pour faire du business notamment. Stéphane, vous êtes français, Stéphane. Vous êtes venu en Israël vendredi dernier, un jour avant le début de la guerre. Avant l'alerte qui a sonné samedi matin, depuis samedi matin, où samedi on a passé une journée terrible, où on a eu une vingtaine d'alertes de 8h du matin jusqu'à le lendemain matin. Et là, voilà, on vient de cette nuit aussi encore, on est à la 4e sonnerie. On n'a pas dormi cette nuit et là, ce matin, voilà, encore une alerte. On vit entre les alertes, on sort, on rentre. Comment vous vous sentez quand il y a ces alertes, quand vous venez dans ces abris? Est-ce que vous vous sentez en sécurité ou alors est-ce qu'il y a toujours cette crainte évidemment que un projectile tombe sur le territoire d'Israël? Après on s'adapte, on commence à s'adapter. La première, deuxième d'alerte, on est un peu inquiet, puis après on se sent en sécurité, on est avec du monde, Là, on a la chance d'être hébergé chez un ami dans un hôtel où on a un très bon miklat sécurisé. On est avec du monde, on parle, on n'est pas tout seul, heureusement. C'est plus dur pour les gens qui sont chez eux dans les appartements, qui ont des abris qui ne sont pas trop sécurisés. Là, c'est plus compliqué. Vous vouliez me parler de la relation que vous avez avec l'administration française depuis Israël, quand vous lui demandez de rentrer sur le territoire français. On est inscrit sur le fil d'Ariane, on est sur un groupe où Caroline Adam nous envoie des messages, mais à ce jour, rien n'est fait pour qu'on rentre le plus rapidement possible en France. Ils nous disent de partir par nos propres moyens via l'Égypte ou la Jordanie, mais prendre la route quand il y a des alertes et qu'on doit s'arrêter, se mettre au sol sur l'autoroute. Imaginez-vous en France, sur le périphérique, on vous dit de vous arrêter, vous mettre à plat au sol, en voyant des missiles arriver. On n'est pas à l'abri de prendre un missile sur la route. Et là, ce qui serait terrible, quoi. Est-ce qu'il y a déjà, des missiles sont déjà tombés sur la route de Jérusalem ou même pour aller via Eilat, passer la frontière à l'Égypte. Donc moi, prendre ce risque-là, c'est pas possible. Merci beaucoup Stéphane, vous le voyez. La France envoie des avions de rapatriement, ce qui devrait être le plus logique. Merci beaucoup Stéphane. Vous le voyez Pascal, c'est un peu le sentiment de nombreux francophones qu'on a. Merci. C'est le sentiment de nombreux francophones qu'on rencontre ici en Israël, un petit peu un sentiment d'abandon de la part de l'administration française, notamment pour essayer d'organiser des rapatriements. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau et Régine Delfour, Sacha Robin, Fabrice Elsner. Ce sont les équipes de CNews qui sont sur place. Je le dis chaque matin, faites attention à vous, vous êtes les grands reporters. C'est plus facile pour nous d'être autour de cette table en sécurité. Vous êtes sur le terrain, c'est dangereux, il y a vos familles. C'est évidemment votre métier, votre choix et votre passion, bien souvent, que de témoigner sur le terrain. Mais il n'empêche, toutes nos pensées convergent vers vous. Alors, si vous étiez là il y a un petit quart d'heure, ce qu'a dit Bernard Duroc-Danner, chef d'entreprise dans l'énergie, le gaz, le pétrole, vous travaillez depuis de nombreuses années. 40 ans. Depuis 40 ans. Bon, on peut dire que vous êtes un magnat du pétrole, d'ailleurs, c'est pas, je peux le dire comme ça. Non, mais Le vrai magnat du pétrole sont à Riyad. Hein, oui, mais bon, vous avez, construit des entreprises. Mon ADN est fait d'énergie. Voilà, et vous connaissez particulièrement bien ce sujet. Ce que vous avez dit tout à l'heure est extrêmement important, parce qu'on va revoir, je disais que les gens en géographie sont un peu perdus et on a besoin d'explications, et on a besoin de savoir comment ce pétrole est diffusé dans le monde entier. Donc ça, c'est le fameux détroit d'Ormuz. Bon, et, il serait fermé, le trafic maritime est toujours bloqué. Et ce que vous nous dites, c'est que si ça dure 8 jours, il n'y a pas de conséquences. Si ça dure 1 mois, je ne sais pas ce qui se passe non plus. Mais si ça dure 6 mois, les conséquences sont terribles. Pourquoi ? Parce que tout le pétrole
et part quasiment de là. C'est-à-dire que pour nous, on ne peut pas s'approvisionner d'un pétrole qui ne passerait pas précisément Alors, par... être un peu précis. Soyons précis. Sans être compliqué. Vous consommez plus de 100, peu importe l'unité. Et il y a à peu près 20 qui sortent du Golfe Persique. Ça, c'est le problème numéro 1. Pour les 20, donc c'est 20%, c'est facile à mémoriser. Sur les 20 qui sortent du Golfe Persique, il y en a 10 qu'on peut faire passer par ailleurs. Il ne s'agit pas de la production, j'ai de l'acheminement. Right? Oh oui, mais alors ça, c'est pas très dramatique. Mais les 10, si on a 80 ou 90% encore de notre pétrole, pourquoi vous êtes, si vous êtes si alarmiste pour nous si ça dure 6 mois, même 1 an, etc., on ne peut pas, c'est pas facile. Il y a des conséquences sur les prix, sur les économies mondiales, de ramener la production d'une énergie essentielle de 100% à 90%. Je sais que 10% paraît pas être beaucoup. On peut économiser 10% de son, par exemple, de ce que l'on mange, c'est possible. Mais là, c'est un choc quand même très conséquent. C'est pour ça que ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Ça veut dire quoi, ça ne se passera pas? Parce qu'on fera tout ce qui est nécessaire pour l'empêcher. Donc ça veut dire quoi qu'on fera tout ce qui est nécessaire? Alors, mon président a dit 2 choses, l'une qui est plus importante que l'autre, je crois. L'une, c'est que, bien sûr, les États-Unis vont aider l'industrie de l'assurance à payer ces choses-là, parce que Lloyds et tout ça en Angleterre ne veulent plus assurer, ou ça à des prix extravagants. Ça, c'est une première chose. La deuxième, qui est, à mon sens, plus importante, mais plus difficile aussi, c'est qu'il y aura un accompagnement militaire de la marine US Navy, la marine américaine, pour permettre le trafic de se rétablir. J'ajoute en passant que les 3 d'Ormuz, l'ayant vu je ne sais pas combien de fois dans ma vie, est un endroit vraiment remarquable. C'est vraiment un petit coude. Hein. La carte le montre, mais quand on monte, quand on vient d'extérieur, on va ensuite prendre le tournant. J'ai vu des milliers de fois, j'exagère à partir de l'Oman. C'est vraiment petit. Hein. On dit 30 km, tout ça, mais visuellement, et il y a énormément qui passe par là. Un accompagnement militaire est essentiel. Et ça, je ne suis pas au gouvernement américain, bien sûr que non, mais mon gouvernement en est très conscient de ça. Pour un tas de raisons. Quand vous dites mon gouvernement, vous êtes français d'ailleurs, vous êtes franco-américain. Je suis français émotionnellement, je suis américain à 100%. Mais j'ai une grande affection pour le pays. Mais vous êtes né en France? 2 semaines, oui. Ah oui. J'ai passé 2 semaines. Et puis après, vous êtes parti directement. Mais vous avez grandi où? En Angleterre et puis aux États-Unis. Ah oui, donc vous venez quand vous êtes en France? J'ai appris à parler français quand j'étais étudiant ici. Et ma famille d'origine française, même mon nom. Parce que vous appelez Duroc. Right. Il y a plein de gens, vous savez, un de mes partenaires aux États-Unis a un nom parfaitement français. Il est de 3e génération de Nouvelle-Orléans. Il faut se méfier des noms. Mais ma famille d'origine française. Et comment on nous voit de l'autre côté des États-Unis en ce moment? Quoi? Quoi L'Europe, vous voulez dire? Nous? Oh, on ne vous voit pas tellement. Hein. On voit surtout... C'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose parce qu'en général, quand on voit les Européens, c'est pour ne pas être content avec eux. Mais par exemple, le président Trump, le président Macron, si vous allez dans la rue, les Américains le connaissent? Savent son nom, c'est déjà pas mal. Ils n'en ont rien à faire. Ça, c'est un peu extrême. Mais ils n'ont rien à faire de nous, c'est ce que je veux dire. Les gens aux États-Unis respectent le Royaume-Uni pour des raisons historiques. Et Churchill et tout ça. Les gens respectent l'Allemagne, puis ils ont l'impression que c'est une powerhouse industrielle, une force industrielle. Mais on parle essentiellement de ces 2 pays. La Chine la France, c'est un peu marginal, mais au bon sens du terme. Ils respectent les pays Vous êtes presque... C'est un paradoxe, mais vous avez raison. Vous avez raison. Parfois. Vous êtes presque aussi ironique que Vincent Herouette. Bon, en tout cas, je vous remercie. Vraiment, je vous remercie beaucoup, Monsieur Duroc-Danner. Et vous avez entendu le carillon, le célèbre carillon d'Europe 1.